J'espère que vous m'entendez convenablement pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont également à l'extérieur. Nous allons faire cette première table ronde. Je remercie les intervenants précédents aussi d'être bien inscrits dans le sujet, à la fois en évoquant ce groupe de jeunes que vous avez déployés sur le terrain. C'est une expérience intéressante dont on pourra reparler cet après-midi. Et puis en évoquant à moult reprises et à dessein le mot de transparence, qui est un leitmotiv de l'IGPN et qui est un mot très important lorsqu'on veut travailler sur la confiance. Donc, dans cette première table ronde qui est consacrée aux relations entre la population et les acteurs de sécurité, on va faire un petit peu un constat avant ce qui se passera cet après-midi. Et ce constat va commencer par le regard du sociologue sur la place des citoyens dans les stratégies locales de sécurité, qui sera porté par Virginie Malochet, qui est donc sociologue et qui travaille à l'Institut Paris Région. Donc Virginie, si vous voulez bien nous rejoindre, et puis également, je fais monter s'il vous plaît sur le plateau Marie et Sagar, et qui, elles, nous parleront de leur travail d'enquête en tant qu'étudiantes en sociologie, un travail particulier qu'elles ont fait. Elles viennent de l'université Savoie-Mont-Blanc. Le nombre de chaises doit être impeccable, donc on pourra. C'était pas des mots, un petit peu de crainte. Et naturellement, j'inviterai, le cas échéant, y compris les gens qui sont parmi nous ici, à intervenir spontanément pour interroger nos intervenants, faire part de leur réaction, puisque ce que l'on peut susciter également au travers notre en toute connaissance, le fait de vouloir créer de la connaissance, c'est de faire réagir le public et de s'enrichir de ces échanges. Donc, en premier lieu, la parole est à Virginie, et qui va nous parler de son expérience de sociologue sur la question du citoyen. Donc, debout derrière le pupitre, ou comme vous voulez. Alors assis, ce serait très bien. Bonjour à toutes. Si vous préférez le pupitre. Ah non, mais ça peut très bien. À toutes et tous, et grand merci à la chaire, et je regarde aussi Clément pour l'invitation et pour l'organisation de cette manifestation. Ce qui m'a été demandé précisément, c'est d'apporter un regard sociologique sur la place des citoyens dans les stratégies locales de sécurité, ce qui est bien ambitieux. Du coup, d'emblée, je voudrais préciser que ce regard est forcément partiel, orienté, parce que notre regard est toujours fonction de notre angle de vue. Et tous les sociologues ne porteraient d'ailleurs pas forcément le même regard sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu le mien que je vais vous donner de regard pour le coup. Mais enfin, quand même, globalement, ce sur quoi je devais insister en amont de mon propos, c'est qu'il y a tout de même une grande convergence dans les travaux de recherche existants sur le sujet autour d'un même constat, un constat partagé. Et ce constat, c'est que, en pratique, pour le dire comme ça, et pardon de ne pas aller dans le sens du poil, mais je vais faire écho à ce que vous disiez aussi, M. Prévé, tout à l'heure, en pratique, les citoyens sont quand même loin d'être au cœur des politiques de sécurité, les modes de gestion en ce domaine, les logiques de fonctionnement des forces de l'ordre aussi l'expliquent, puisque ce sont des logiques, des modes de gestion qui tendent au contraire à tenir les citoyens à distance. Pourtant, et le contexte de lutte anti-terror n'y est pas étranger, les appels à la vigilance collective se sont multipliés ces dernières années, confortant cette idée que la sécurité est l'affaire de tous, ça veut dire y compris de la population. J'ouvre les guillemets et ça fera l'écho peut-être à un discours dont vous vous souvenez. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce sont les mots du président Macron suite à l'attaque au couteau qui avait fait 4 morts à la préfecture de police en octobre 2019. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Autant vous dire que cette idée ne va pas forcément de soi, a fortiori dans le contexte français, parce que c'est une idée qui s'inscrit à contre-courant d'un mouvement
historique au long cours. Alors, je vais la faire de manière brève et caricaturale. Pardon, mais un mouvement historique qui est intervenu avec l'industrialisation, avec l'urbanisation. Pour le dire autrement, l'avènement d'une société plus anonyme est venu rompre, je vais le dire comme ça, avec l'image, avec le modèle de communauté villageoise autorégulée. Et l'État s'est affirmé comme le garant de la sécurité des biens et des personnes. Pour ceux qui se la parlent, c'est le thème weberien de l'État détenteur du monopole de la violence légitime. En France, cette conception-là est d'autant plus prégnante que le modèle, notre modèle d'organisation sociale, précisément consacre cette primauté de l'État. Et j'ajouterais qu'en France, l'éventualité d'une association citoyenne aux affaires de sécurité est d'autant plus suspecte que le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration, reste assez profond. Bref, tout ça pour dire que cette question de la participation citoyenne en matière de sécurité, elle n'est ni neuve, ni consensuelle, du tout même, absolument pas consensuelle, elle est chargée d'un imaginaire de représentation liée à l'historicité de cette question-là. Et par-delà le cas français, d'ailleurs, cette question cristallise des oppositions fortes. Des oppositions fortes, là encore, je le fais de manière caricaturale, mais enfin, on est quand même là-dessus, entre globalement celles et ceux qui voient voilà, la potentialité démocratique, je vais le dire comme ça, pour faire écho au discours de M. le maire adjoint tout à l'heure, ceux qui voient la potentialité démocratique et du civisme, là où d'autres voient de l'annulation, du vigilantisme et la manifestation d'un régime répressif, d'un ordre sécuritaire généralisé. Je fais un peu exprès de caricaturer les points de vue extrêmes, mais en tout cas, ces points de vue idéologiquement situés viennent évidemment conditionner les jugements qui vont être portés sur la légitimité, sur l'efficacité des contributions citoyennes à la sécurité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il en est en pratique. En tout cas, c'est comme ça que je pratique la sociologie de manière très empirique, et c'est du coup ce point de vue-là qui m'intéresse. En pratique, qu'en est-il? Ce que l'on peut dire globalement, c'est qu'en France, quand même, l'implication des habitants reste en réalité relativement limitée dans ce champ de la sécurité. Relativement limitée, en tout cas moindre que dans bien d'autres pays, où, par exemple, des groupes constitués de citoyens ont joué les policiers, les justiciers, enfin, on peut penser à l'illustration très connue, par exemple à ce qui se joue à la frontière mexicaine, aux États-Unis, etc., etc. En France, de telles pratiques sont réprouvées. À titre personnel, j'ai envie de dire que c'est peut-être bien heureux. La législation est claire, très stricte à ce sujet. Vous le savez mieux que moi, mais le Code de la sécurité intérieure, par exemple, est notamment interdit le port d'armes par les particuliers. Le Code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution de tout groupement qui présenterait le caractère de milice privée. Mais encore, je crois qu'il faut probablement s'en réjouir. Ceci étant, dans le domaine de la sécurité, la participation citoyenne est néanmoins possible, et je dirais même qu'elle est encouragée par les pouvoirs publics sous des formes qui n'entachent pas les prérogatives de la puissance publique. Vous nous en avez donné un exemple, monsieur le préfet, à travers les groupes de médiation citoyenne, par exemple. Et c'est sur ces formes-là de participation citoyenne autorisée, en quelque sorte, que je voudrais développer un peu. Voilà, sachant que les initiatives les plus visibles, et je vais y revenir, sont des contributions directes à la gestion du droit local. Là encore, je reviens à votre exemple à Mayotte, en appui des pouvoirs publics et des forces policières. Là où le bas blesse, et je vais faire écho au discours de M. le maire adjoint, c'est que dans les instances de gouvernance des politiques de sécurité, pour le coup, la place accordée aux citoyens reste très marginale, ce qui pose la question de savoir comment réellement faire de la sécurité un bien commun. Alors, grande question très facile à poser de là où je suis, mais effectivement, le point compliqué, c'est de savoir comment on s'y prend. Participation citoyenne à la sécurité, alors, il existe différentes modalités. Et à ce titre, pardon, petite parenthèse, mais il ne faudrait d'ailleurs pas négliger toute une gamme de comportements de la vie courante, d'attitudes, qui relève, j'ai envie de dire, du travail de civilité ordinaire. On parle souvent d'incivilité, mais il y a quand même globalement tout un travail de civilité ordinaire de la part des citoyens. Ce sont des comportements souvent spontanés, peu lisibles, mais qui participent réellement à l'équilibre de l'ordre social
je sais pas moi, dans le tramway, dans le bus à Besançon, deux personnes qui s'échauffent un peu, une tierce personne qui les connaît, Liliane Adam, qui va intervenir justement pour jouer un peu les médiateurs et calmer le jeu. Donc, tout ça, c'est une dimension, une fois de plus, j'allais dire, c'est de la participation à la oui, mais elle est néanmoins déterminante en matière de l'entretien. Bref, je referme cette petite parenthèse. Premier mode de participation classiquement identifié en matière de sécurité sont les démarches individuelles. Les démarches individuelles de signalement d'une situation problématique aux autorités. Ça peut être, par exemple, en ce qui vous concerne, via la plateforme que vous nous avez présentée. Les canaux traditionnels sont l'appel 17 pour les services policiers. Moi, j'habite en Île-de-France, les numéros d'urgence, par exemple, de la SNCF, de la RATP, etc. Ces démarches de signalement prennent une nouvelle dimension, incontestablement, avec l'essor des réseaux sociaux, avec le développement d'applications qui servent d'interface entre les citoyens et les services publics. On a coutume de dire que la Safe City constitue l'une des dimensions de la Smart City. Deuxième mode de participation à mettre en avant, c'est un mode qui relève d'une implication, j'allais dire, plus collective des habitants à l'échelle de leur quartier, à travers la constitution de réseaux qu'on désigne généralement sous l'appellation voisins vigilants. Encore faut distinguer deux aspects, mais la plupart d'entre vous connaissent cela parfaitement. D'une part, le dispositif officiel dit de participation citoyenne, puisque c'est ainsi qu'il a été labellisé par le ministère de l'Intérieur. Donc là, on est sur un dispositif, j'allais dire, supervisé par les pouvoirs publics, localement géré, enfin en tout cas signé un protocole par le maire et par le représentant des forces de l'ordre. 5600 communes, d'après les chiffres de 2019, seraient dotées d'un tel dispositif. Et puis d'autre part, on a des groupes de résidents, d'habitants qui sont fédérés par l'entremise d'une plateforme web gérée par une entreprise privée, la bien nommée Voisins Vigilants et Solidaires, la marque est déposée. Et cette entreprise revendique plus de 10 000 communautés de voisins vigilants en France et en Belgique, ce qui représenterait, je parle au conditionnel parce que les chiffres sont les mêmes depuis, moi j'ai commencé à m'intéresser à la question en 2017, mais ça va beaucoup bouger. Bref, cela représenterait 300 000 foyers inscrits, auxquels s'ajoutent 600 mairies vigilantes, parce qu'il y a aussi ce service qui, là, pour le coup, est payant, commercialisé par l'entreprise Voisins Vigilants auprès des collectivités. Donc, on est sur une initiative non officielle, mais qui peut trouver des prolongements institutionnels. D'ailleurs, parfois, sans jouer sur la conclusion entre le dispositif institutionnel et cette initiative-là. Bref, quant à l'impact réel de ces réseaux-là, que ce soit la version officielle ou Voisins Vigilants, sur le niveau de délinquance, sur le volume de cambriolage, c'est assez difficile d'en juger, faute d'évaluation systématique et rigoureuse. Les témoignages que j'ai pu recueillir de mon côté, mais je passe ça avec d'autres travaux existants, font néanmoins ressortir d'autres types d'effets, à la fois sur le sentiment d'insécurité, c'est l'idée que ça rassure, et puis sur le niveau de cohésion sociale, l'idée que ça crée des liens. Mais j'attire quand même l'attention sur le fait que les ressorts de cette cohésion peuvent nous interroger, puisque c'est une cohésion qui s'établit sur le mode de l'entre-soi. Il y a souvent des profils assez similaires d'habitants dans ces réseaux, plutôt des habitants, alors, sinon âgés, en tout cas il y a très peu de jeunes, des habitants bien établis, propriétaires, généralement de leur maison, etc. Voilà, on est sur une logique défensive de protection du quartier, de détection de l'intrusion. Au sujet de ces réseaux, j'insiste aussi sur les dynamiques très inégales de ces dispositifs localement, avec dans certains cas des difficultés, mais ne serait-ce qu'à recruter. Alors, il y a plein d'endroits où ça a capoté le projet de participation citoyenne parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment d'habitants intéressés. Et puis, quand bien même c'est mis en place, surtout des difficultés à faire vivre et à pérenniser, à animer ces réseaux dans la durée. Là encore, parfois, si c'est difficile, c'est parce que c'est faute d'utilité avérée. Autre mode de participation possible sans transition, l'engagement à servir dans les réserves opérationnelles des forces militaires et policières. Là, ça correspond à un stade supérieur d'implication pour les citoyens, puisque ils s'assurent des vacations rémunérées en tenue, armée, en renfort des services de défense et de sécurité de l'État. Fin 2016, vous vous en souvenez certainement, en plein état d'urgence, la garde nationale souhaitée par le président Hollande a été instituée précisément pour encourager le développement de ce vivier de citoyens volontaires
Autant vous dire que depuis, l'élan est quand même assez largement retombé. Les objectifs ont été revus à la baisse, faute d'augmentation durable des crédits alloués justement pour ces réserves. N'empêche que le volume global de la garde nationale n'est pas négligeable. Je vous le fais à la grosse louche, environ 34 000 réservistes opérationnels dans les 3 armées, auxquels s'ajoutent 30 000 réservistes opérationnels pour la seule gendarmerie, 30 000 réservistes en gendarmerie, parmi lesquels un tiers environ sont anciens militaires. Ça veut donc dire que les 2 tiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, ce sont des personnes issues de la société civile. Quant à la réserve civile de la police nationale, alors si vous avez des infos, je suis méga preneuse parce qu'on a bien du mal à en trouver. Disons qu'elle est de moindre envergure, 7 000 réservistes d'après les chiffres que j'ai pu retrouver en 2018. Cette réserve civile reste aussi majoritairement composée d'anciens policiers. C'est une différence, même si les réflexions sont amorcées pour l'ouvrir davantage aux volontaires issus, alors j'ai noté de la société civile, mais je dirais les policiers ils font partie de la société civile, en tout cas les non-policiers. Bref, tout cela pour dire qu'une offre participative s'est donc développée dans le champ de la sécurité, encourageant les citoyens à se mobiliser, voilà, dans ce qui est désormais convenu d'appeler la coproduction sécurité, le anti-viol, etc. Très bien. Je dirais, je vais faire ma sociologue un peu critique 2 secondes, quand même que d'ailleurs comme dans bien d'autres domaines de l'action publique, hein, pour le coup, mais les initiatives que les pouvoirs publics promeuvent en la matière sont quand même celles qu'ils supervisent et qu'ils instituent à leur propre fin, dans une logique d'optimisation du dispositif de sécurité intérieure. Et je change de feuille et de thématique en quelque sorte, parce que par-delà cette vision, j'allais dire un peu restrictive que les autorités s'en font souvent, il me semble que la participation citoyenne en matière de sécurité ne saurait se limiter à ces modes de contribution très directs à l'ordre local. Et là, je vais faire écho à des choses qui ont été dites sur toute la séquence d'ouverture. Parce que la participation citoyenne, évidemment, qu'elle devrait aussi concerner la capacité de peser sur les politiques mises en œuvre. Ça veut dire d'agir sur la définition des problèmes, d'orienter les réponses et surtout d'obtenir des comptes de la part des pouvoirs publics, ce qui n'est franchement pas gagné dans le champ de la sécurité. Je repense à ce que vous disiez, monsieur. Voilà, dans le sens communément admis de la démocratie participative, vous disiez que pour cette ville, c'était un point important d'attachement. Eh bien, on peut aussi s'interroger sur la place des citoyens dans la gouvernance des politiques de sécurité. Or, sur ce plan, malgré les velléités de réforme pour rapprocher la police de la population, disons que les modes de gouvernement, et c'est à dessein que j'emploie le mot de gouvernement et non pas de gouvernance, parce qu'on est bien sur quelque chose d'un peu descendant, les modes de gouvernement restent très, très institutionnels, et sauf rares exceptions, les citoyens n'y sont pas intégrés. Le constat, c'est quand même qu'assez peu d'efforts sont engagés pour tenter de les impliquer. Tant mieux si les bougent un peu. La preuve, le sujet sur lequel vous nous invitez à les pencher aujourd'hui. Disons que de manière générale, ce sujet est réputé, moi c'est souvent son objet, que ce soit des élus ou des professionnels, le sujet est réputé à la fois trop sensible et trop expert par les acteurs institutionnels, pour les acteurs institutionnels, qui majoritairement quand même rejettent cette éventualité d'une association directe de la population. Alors, il y a bien sûr les conseils de quartier, conseils citoyens, bref, tous ces lieux institués de la démocratie participative. Et ces lieux-là ouvrent vraiment des espaces potentiels pour discuter collectivement des enjeux de sécurité. D'ailleurs, c'est souvent le cas, ces enjeux-là reviennent de manière récurrente dans ces instances. Mais disons que l'articulation de ces lieux de la démocratie participative avec les instances de pilotage des politiques de sécurité et de prévention, je pense au Conseil locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD notamment, eh bien cette articulation fait souvent défaut. Au sein des services de police et de gendarmerie, ce sont pourtant des enjeux sur lesquels insistent certains, plutôt du côté des officiers d'ailleurs, exprimant une certaine frustration de n'avoir pas de remontée directe de la population. Mais d'un point de vue méthodologique, pratique, ces questions ont déjà été soulevées tout à l'heure, je les enfonce. Eh bien oui, la question se pose de savoir comment s'y prendre pour travailler cela, pour recueillir les demandes de la population, les retours de la population.
Question d'autant plus complexe, et je voudrais vraiment insister sur ce point, qu'il s'agit de considérer la population, les habitants dans leur diversité. Parce que le risque, sinon, c'est de renforcer les effets de domination sociale en se rapprochant d'une partie seulement du public, ceux qui sont prompts à participer, qui sont en accointance relative avec les services policiers, avec les autorités, au détriment des catégories minoritaires, marginalisées, en tout cas celles dont les voix ne portent pas public. Voilà, donc je coupe un peu dans mon propos parce que je sens que je suis longue, mais dans ce champ d'action supposément régalien qui est la sécurité, je veux dire, c'est que l'idée même de participation n'a rien d'acquis et qu'en pratique, et malgré l'affichage d'un souci croissant de concertation, consultation, etc., bon, les citoyens ne sont pas globalement considérés comme des interlocuteurs légitimes à qui rendre des comptes et avec qui débattre des priorités d'action. Ce constat, il est une fois de plus très facile à poser de là où je vous parle, mais il me semble que c'est quand même important de le dire. Je finirai là-dessus. Il existe pourtant des initiatives intéressantes dans ce domaine-là. Je pense que Didier Joubert pourrait en relayer bien plus que moi. Différentes pistes, pour le dire comme ça, pour faire valoir les points de vue, et je les mets au pluriel, des citoyens pour les associer davantage à la conduite des politiques de sécurité. Et merci encore, Monsieur le Préfet, d'avoir évoqué quelques initiatives en ce sens. Certes, ces initiatives restent rares, certes, elles comportent des biais, mais elles ont le mérite de légitimer une approche plus sensible des questions de sécurité, une approche qui est davantage centrée précisément sur les attentes des habitants, les problèmes tels qu'ils les vivent, les appréciations qu'ils portent aussi sur l'action de la police et de la gendarmerie, quand bien même ce sont des appréciations négatives. Disons que il en sera question cet après-midi d'ailleurs des initiatives de ce type, et c'est tant mieux, mais disons que c'est aussi sous cet angle-là que le rapport police-population peut être travaillé, non pas seulement dans la gestion des interactions quotidiennes sur le terrain. Souvent, on a tendance à cristalliser sur cette dimension-là, qui est centrale. Il y a d'autres manières de le travailler. Vous l'avez dit, Madame Julien, au niveau de l'IGPN, vous, à travers cette transparence. Et bien voilà, dans la manière d'associer aussi à la conduite des politiques de sécurité des citoyens, il y a des choses à faire, plusieurs possibilités. Ça peut passer, par exemple, par le fait de mener des enquêtes en population générale, des sondages auprès des habitants pour mesurer le sentiment d'insécurité, pour mieux mesurer, cerner les attentes, mieux saisir ce qui pose problème à leurs yeux. Ça demande quand même un certain niveau d'ingénierie. Ça coûte cher, mais ce sont des outils franchement intéressants. On peut aussi organiser, et c'est plus commun, mais c'est intéressant. Pardon, non, c'est pas commun. J'ai mangé un de mes tirés, je dis mon tiré d'abord. Organiser des consultations publiques ou des référendums sur des sujets concernant les enjeux de tranquillité. Donc non, c'est franchement pas commun. Il y a quelques précédents, mais ils ne sont pas très nombreux. Plutôt du côté des acteurs locaux, d'ailleurs. Par exemple, des villes qui ont organisé des consultations et un référendum sur est-ce qu'il faut armer ou pas la police municipale, est-ce qu'on développe ou pas le système de vidéosurveillance ou vidéoprotection. Voilà, donc, il y a eu quelques cas comme ça que je m'étais amusée à recenser. Alors, mon travail n'était peut-être pas exhaustif, mais j'en avais pas trouvé plus d'une dizaine. Et globalement, les taux de participation étaient vraiment extrêmement faibles. D'ailleurs, dans certains cas, les maires, au final, n'avaient pas suivi le verdict des urnes. Mais bien, il y a ça c'est une possibilité. Et puis, là, j'en viens, j'étais allée trop vite, à mon troisième aspect, plus fréquent, mais c'est peut-être là le gros chantier à mon avis. Il y a aussi possibilité d'instituer, en tout cas d'essayer de le faire, de véritables espaces de rencontres, d'échanges, permettant d'intégrer plus directement les citoyens au débat. Alors là encore, différentes modalités possibles. Ça peut se faire, je l'évoquais tout à l'heure, via les conseils citoyens, les conseils de quartier. Ça peut se faire à travers les réunions publiques traditionnelles. Après tout, c'est un instrument intéressant. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment parvenir à bien les mener, là encore, essayer d'avoir une certaine diversité dans le public. Les réunions de rue aussi, qui se développent beaucoup du côté des élus locaux. Ça peut se faire à travers les diagnostics en marchant, des marches exploratoires, des théâtres forums. Il y a quand même toute une marge d'innovation de ce point de vue-là, ça se développe. Des conférences de consensus. Je crois qu'il y a une Villeurbanne qui sera là cet après-midi. Voilà, Villeurbanne, on a organisé une récemment, je pense à la ville de Rezé aussi, qui a conduit une conférence citoyenne de consensus sur la question de la stratégie de tranquillité. Bon, il y a des choses de ce type qui peuvent se faire.
J'ai aussi en tête l'exemple René. À Rennes, ça fait plusieurs années maintenant que la ville a mis en place un dispositif de citoyens d'habitants référents pour le CLSPD. Voilà. Avec des difficultés, évidemment, mais enfin, au final, les retours sont de dire tiens, ça vient quand même nous donner de la chair un peu, hein, du vécu, du ressenti, une approche sensible une fois plus dans la gestion de ces enjeux-là. Bref, il y a tout plein de choses à faire, à inventer, à expérimenter, à forger pour associer la population de manière plus approfondie à la gestion locale des enjeux de sécurité, avec, comme souvent, et ce seront mes mots de conclusion, comme souvent dans les démarches de démocratie participative, au fond les mêmes types d'enjeux, je dis enjeux, je veux dire de difficultés qui se posent. D'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le plan de la représentativité, comment aller chercher les citoyens, les habitants dans leur diversité. Enjeu aussi sur le plan des conditions de fonctionnement, comment faire en sorte que les citoyens trouvent et prennent vraiment leur place. Que le cadrage institutionnel qui est nécessaire, évidemment, mais comment faire en sorte que ce nécessaire cadrage institutionnel ne devienne pas du pur contrôle, souvent de cette manière-là que les habitants qui participent vivent les choses dans ce genre de démarche. Et puis des enjeux aussi sur le plan du suivi, de l'évaluation, de l'utilité réelle, comment faire en sorte que les démarches engagées ne se limitent pas à des opérations de communication ponctuelles, cet effet un peu initiative one shot, comment faire en sorte que ces démarches tiennent dans la durée, qu'elles soient réellement suivies des faits et que les pouvoirs publics, une fois de plus, rendent des comptes à leur sujet. Évidemment, tout cela n'a rien de simple, rien du tout même, mais enfin, voilà, il me semble qu'il y a un chantier d'importance, en tout cas à investir autour de cette question de la participation citoyenne, parce que, pardon pour les grands mots, mais c'est bien de cela dont il s'agit, il en va de la légitimité de ces politiques de sécurité. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les rapports police-population, mais sans légitimité, voilà, pas d'adhésion. Merci de votre attention, pardon d'avoir été un peu longue. À ce stade, on a des interrogations dans le public. Moi, je veux juste éventuellement souligner la remarque que vous avez faite en conclusion. On passerait d'une logique d'expérience ponctuelle à une logique d'habitude pour créer une culture. Et une culture d'autres pratiques professionnelles que j'ai tendance à désigner sous une forme, en ce qui me concerne, de pratiques professionnelles inclusives, c'est-à-dire des pratiques qui créent du nous, avec toutes les difficultés que vous avez signalées. Je voudrais savoir s'il y a des interrogations dans le public ou des expériences dont faire part à la lumière des observations qui ont été, des remarques qui ont été faites par Virginie Malochet sur à la fois la force du besoin et la faiblesse du dispositif pratique. Je fais un commentaire. C'est très intéressant. On a changé d'époque. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on prenne comme postulat. Nous avons changé d'époque. La sécurité est toujours la résultante d'un désordre. Désordre social, désordre économique, désordre sanitaire. Et lorsque Gilbert Bonnemaison a lancé sa sentence « La sécurité, c'est l'affaire de tous », il y a 40 ans, cette sentence, je l'ai vécue en direct, moi. Ce que tout le monde avait à l'esprit à l'époque, c'est que chacun peut concourir à la résorption du désordre. Et donc amener une parcelle de sécurité supplémentaire sur un territoire donné. C'est ce qu'on a appelé la prévention de la délinquance, avec notamment la mobilisation des associations sur le cadre de vie, sur l'habitat, sur l'insertion professionnelle, etc., etc. Donc on est passé de cette époque de la sécurité pour tous, où le citoyen, à travers l'action dans les associations, pouvait concourir à la résolution des désordres, à la période actuelle, qui est une période où les réseaux sociaux jouent un rôle considérable, où les chaînes d'infos continues jouent un rôle considérable, et où le citoyen commence à faire des commentaires sur l'aspect opérationnel des choses. On l'entend s'exprimer sur la présence des forces de sécurité sur le territoire. On entend s'exprimer sur les modes opératoires qui sont retenus.
Donc, vous voyez, on a glissé de cette période d'il y a 40 ans environ à aujourd'hui. Et de mon point de vue, participation citoyenne sur le sujet de sécurité, c'est quand même extrêmement ambitieux. Moi, je parle de légitimité. Je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'obtenir la légitimité de l'opinion. Et pour obtenir la légitimité de l'opinion, il faut expliquer d'où notre initiative. Tenir un état-major de sécurité entre quatre murs dans le confort de la préfecture, c'est extrêmement intéressant sur un plan opérationnel. Le tenir devant une salle de 300 personnes, faire comme s'ils n'étaient pas là, réfléchir devant eux, poser des problématiques, expliquer pourquoi le rodéo est extrêmement compliqué à contrer, etc., etc. Ça permet d'apporter des informations et d'entraîner l'adhésion et d'entraîner le soutien. Si vous passez 1 heure avec un groupe d'opinion et que vous expliquez en quoi le rodéo urbain est difficile à contrer, sauf à faire comme en Grande-Bretagne, sur des modes opératoires extrêmement violents, finalement, tout le monde comprendra la difficulté à le faire. Et tout le monde pourra entrer dans une nouvelle logique et soutenir les initiatives qui seront prises. Mais encore faut-il réfléchir, débattre, et devant l'opinion, que les gens comprennent la problématique. Ce ne sont pas des stratèges de la sécurité. D'ailleurs, le service public de police de la sécurité, c'est un geste technique très professionnel. Et de plus en plus professionnel. De plus en plus professionnel. Je le dis souvent aux policiers et aux gendarmes, ce sont de grands professionnels. Par contre, il faut que l'opinion s'approprie le contexte et légitime l'action des services de sécurité. Et ça témoigne vraiment d'un changement d'époque, à mon avis. Je peux faire un commentaire sur le commentaire? Merci beaucoup. Non, merci pour votre réflexion. Vous évoquiez la sentence de Gilbert Bonnemaison, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, rapport de la commission des maires sur la sécurité. Donc, ce n'est pas un sujet tout à fait neuf non plus, que ces enjeux de coproduction de continuum de sécurité, puisqu'au début des années 80, les maires sont appelés à se positionner en la matière. Je vous remercie d'avoir fait mention de ce travail-là et de l'esprit du rapport Bonnemaison. Il y a un triptyque au cœur de ce rapport, que je vous cite: répression, prévention, solidarité. Il me semble qu'on a là une formule d'équilibre à 3 dimensions, mais aucune de ces dimensions ne saurait être négligée. Répression, oui, mais aussi prévention, solidarité. Il me semble que ces dernières années, tout de même, il y a une forme de glissement aussi de ce point de vue-là, et que bien souvent, dans le gouvernement et la coordination opérationnelle des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance, la dimension préventive et relationnelle est souvent minorée, pour ne pas dire négligée, et qu'il y a un enjeu de rééquilibrage des orientations, de mon point de vue, qui est tout à fait central et qui peut aussi y avoir au sein même des institutions policières, de la police et de la gendarmerie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pardonnez-moi, mais si ce colloque est un débat, on va en profiter. Mais bien sûr, je vais vous citer le quartier de Plaine-Oise, qui est un quartier que tous les Bisontins connaissent naturellement, qui est un quartier de reconquête. Moi, j'ai à ma disposition une politique publique importante, initiée par le gouvernement, qui s'appelle Un jeune, une solution. J'ai des moyens considérables en emploi, en insertion. Je ne peux pas les mobiliser sur le quartier de Plaine-Oise. C'est aussi vrai que ça. J'ai des scores qui sont mauvais sur le quartier de Plaine-Oise. Donc, il y a une vraie volonté de ce gouvernement et de ceux qui l'ont précédé, d'apporter une action publique qui repose sur 2 jambes. La jambe de la prévention de la délinquance, de la sécurité, du triptyque que vous appeliez, et puis la deuxième jambe de l'assertion, de la solidarité, de la générosité. Et cette deuxième jambe, elle est très compliquée à mobiliser. Alors que nous avons des moyens considérables, que nous avons a priori un public qui devrait pouvoir capter ces moyens. J'ai amené 50 chefs d'entreprise, il y a de cela 1 mois et demi, avec Madame la maire de Besançon, en préfecture, pour signer des pactes. C'est-à-dire pour offrir des emplois à des jeunes qui sont en difficulté dans le quartier de Plaine-Oise. Donc, on a un environnement socioculturel qui se mobilise. On a une prise de conscience, on a une solidarité qui se manifeste. Eh bien, on a du mal, quelquefois, et même souvent, à recruter ces jeunes gens pour leur donner un horizon professionnel. Parce que là, il y a la barrière de l'argent aussi. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui.
la légitimité que l'opinion peut accorder à l'action des services de police et de gendarmerie, et puis comment franchir cette barrière de l'argent. Donc, quelquefois, certains trafics sur certains quartiers, moi je parle cash, je suis politiquement correct, ça ne m'intéresse pas, plus à mon âge. Quand l'argent que génèrent certaines activités sur certains quartiers conditionne un peu l'opinion. C'est ça qu'il faut aussi trouver comme moyen de s'imposer et d'imposer une sérénité aux populations qui n'attendent que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a quelques questions dans la salle. Je vous en prie. Nous sommes délégués cohésion police-population sur le secteur Strasbourg. Donc, on voudrait abonder dans le sens de monsieur le préfet. C'est-à-dire que je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'expliquer. La meilleure chose à faire, je pense, c'est d'expliquer le fonctionnement de la police et, disons, légitimer l'action de la police. Expliquer aux gens pourquoi la police travaille de telle manière. Parce que le sujet police, aux yeux du simple citoyen, est très, très complexe et très éloigné de sa vie réelle, en fait. Et le fait d'expliquer pourquoi la police agit comme ça, pourquoi la police n'est pas là quand vous la sollicitez, pourquoi la police ci, pourquoi la police ça, je pense que c'est déjà faire un énorme pas vers le citoyen. Parce que pour le citoyen, la police, c'est un objectif qui est difficile à comprendre, en fait. Voilà. Je vais juste ajouter que sur la prévention, très précisément, nous sommes faisons partie de la maison de police, bien évidemment, et on fait énormément de prévention. On implique énormément d'acteurs autour de nous, que ce soit les mairies, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit d'autres structures. Nous le faisons tous les jours. Ça fait partie précisément de nos missions de DCPP, qu'on aura peut-être l'occasion par la suite de vous expliquer de manière un peu plus en détail. Et la prévention, elle est réelle, elle existe. Elle existe et c'est précisément notre mission, nous, DCPP, dans les quartiers, d'expliquer, de rapprocher la population de la police et la police de la population. Et l'expérience qu'on en a, Francis est un peu plus ancien que moi, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Des résultats, on en voit régulièrement, positifs. La police se rapproche de nous. Bien évidemment, c'est pour l'heure, on va dire, encore une catégorie de personnes, on va dire peut-être plus de 40 ans. C'est notre rôle maintenant aussi de toucher les plus jeunes. Et on va travailler dans ce sens-là. On a quelques programmes qui sont prévus pour l'année 2022, pour rapprocher justement les jeunes de la police. On travaille avec des centres socio-culturels qui font venir des groupes de jeunes sur des thèmes comme le harcèlement, voilà, ce genre de choses, les violences. On a l'occasion d'échanger dans ces réunions. Et le contact passe très bien. Et on s'est rendu compte, à partir du moment où les gens se connaissent, ça c'est très important. S'identifier, c'est là aussi où on a peut-être ce rôle à jouer, c'est que les gens ont un interlocuteur connu, identifié par son nom, par un numéro de téléphone. Quand ils ont besoin de nous, ils appellent. Voilà. Le policier en uniforme intervient, mais il est un peu plus anonyme. Nous, on est connu. C'est pour ça qu'on a ce retour aussi. Et je crois que cette mission de DCPP est quand même assez importante pour justement essayer d'aboutir et de calmer des fois les situations. Des situations qui sont des fois explosives dans nos sociétés. Voilà. On est intervenu avec Francis à plusieurs reprises. Effectivement, on a réussi à réajuster, on va dire, ce qui se passait réellement par rapport à l'écho que l'événement avait eu et qui ne correspondait pas à ce qui se passait réellement sur le terrain. Merci pour votre remarque. C'est Manuel qui lève la main également. Oui. Monsieur le maire, je t'écoute. Peut-être que ça déborde un peu sur le sujet de l'intervention suivante. Mais concernant les relations, les réunions publiques avec la population, la première chose que les citoyens demandent, c'est des explications. Bon, déjà sur la présence des effectifs de police, c'est très difficile quand même d'avoir des informations dessus. Ils appellent le 17, et puis il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de réponse.
Évidemment, les effectifs ne sont pas forcément mal, mais ça n'est pas, ça manque de transparence. Moi, je pense que plus de transparence serait utile. D'autre part, bon, il y a ce que j'appelle les déçus du 17, c'est-à-dire les gens qui appellent. Et quand on a eu il y a pas longtemps une réunion avec les riverains d'une boîte de nuit, ils disent moi j'ai appelé tel jour, j'ai réappelé tel soir, et puis d'autres disent moi aussi j'ai appelé, et puis le représentant de la police qui était là dit ben non, moi j'ai 3 appels sur 3 mois, tout comme ça. Ce qui engendre quand même une méfiance de la population vis-à-vis de la police, et tout simplement parce que tous les appels du 17 ne sont pas enregistrés ou ne sont pas dans les statistiques. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont à améliorer. Merci. On a sur la qualité de l'accueil téléphonique, hein, c'est un sujet phare et c'est aussi un des sujets d'ailleurs qui est testé régulièrement par nos propres instances de contrôle interne, comme l'évoquait tout à l'heure Brigitte Julien, la directrice de l'IGPN, parce que c'est un moment capital. Ce qu'on nous demande très concrètement, c'est une accessibilité. C'est l'accessibilité téléphonique, bien entendu, puis après, c'est l'accessibilité dans la rue, sur la voie publique, où on peut avoir une capacité d'offrir une écoute aux citoyens. Et c'est ce qui ressort des interventions des 2 délégués à la cohésion police-population qui viennent d'être faites, c'est effectivement cette capacité qui doit être considérée désormais comme un geste professionnel d'offrir une capacité d'écoute à l'interlocuteur qui est en face. Ce qui ne veut pas dire être en capacité systématiquement de résoudre son problème, mais de faire l'effort de la pédagogie, parce que je crois qu'au travers des interventions de tout un chacun, ce que je traduis, moi, je le traduis en termes de pédagogie, et après en termes d'écoute au sens propre, parce que les citoyens peuvent comprendre également, et ils le comprennent d'une façon générale, dès lors que l'on leur explique que à la fois nous ne pouvons pas faire de miracle et nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Ça, c'est réellement important. Il y a d'autres réflexions? Oui, Manuel. Oui, moi je voulais réagir rapidement à l'intervention de M. le Préfet, parce que bon, c'est une thématique. On a essayé d'insister sur la distinction qu'il y aurait vraiment entre participer et coproduire la sécurité, comme ça a été évoqué dans l'exposé précédent. Et aussi cette idée que finalement, ça nécessiterait une telle professionnalisation que finalement, les citoyens finiraient par être exclus de la capacité à coproduire. Et je pense que là, c'est vraiment des questions de représentation mentale très importantes. Enfin, si on considère que dans la santé, la mobilité, la sécurité, il y a vraiment coproduction, alors on est même au-delà de la participation. C'est-à-dire que, comme on l'a dit dans l'exemple du bus, ou comme on va le dire dans l'exemple de parents d'élèves, ou comme on va le dire dans l'exemple de grands-pères dans les cités, si les citoyens ne coproduisent pas, il n'y a pas d'ordre social. Donc, je crois qu'on est toujours victime de cette idée selon laquelle, voilà, cette construction très verticale de l'ordre social à la française, selon laquelle il y a des sachants, et puis il y a des gens qui doivent bénéficier finalement de l'éclairage, à qui on doit expliquer, qui finalement voilà, sont de simples utilisateurs de solutions qui sont pensées en amont, et voilà, et donc ils ne sont pas des acteurs de la génération de ces solutions. Et vous prenez l'exemple, par exemple, intéressant de la prévention. Hein. C'est sûr que moi, je pense que ça part de très bonnes intentions. Ça, je ne remets pas du tout en cause cette idée, je ne crois personne. Mais là encore, en fait, on a une politique qui a été pensée au niveau national ou au niveau régional, et puis on va dire, bon, ben voilà, on va l'appliquer dans tel ou tel quartier, hein, sans se dire que peut-être qu'il aurait pu être intéressant en amont de co-construire les problèmes de rapport à l'emploi, de rapport à projet. Vous parlez de la question des drogues, hein, mais aussi c'est un cas tout à fait intéressant. Je veux dire, on nous dit de manière nationale qu'il faut absolument criminaliser voilà, la commercialisation du cannabis. On voit que l'Allemagne va faire exactement le contraire. Peut-être que les problèmes d'argent que vous soulevez pourraient être résolus autrement si justement on légalisait le trafic de drogue, enfin, pas le trafic, on légalisait la consommation de drogue et que du coup, il
les gens qui gagnent leur vie avec ça, bah, ils seraient obligés de s'ouvrir à d'autres. Moi, je n'ai pas la solution du tout. Et ce que je veux dire, c'est que si on ne pose pas les solutions de manière très ouverte avec les populations dans une logique de coproduction, on va toujours se heurter à cette idée qu'on a des bonnes intentions, des bonnes idées, puis quand on essaie de les appliquer, ça ne marche pas. Alors du coup, on va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Bon, voilà, c'est un peu provocateur, je m'en excuse, mais c'est l'esprit général. Merci. Non, je voulais d'abord réagir au témoignage des CPP, des délégués cohésion police-population, parce qu'à l'évidence, votre fonction est juste hyper importante dans l'institution, mais vraiment, je ne le dis pas pour aller dans le sens du poil, et je pense notamment pour faire écho à ce dont vous témoignez, à une recherche conduite par deux de mes collègues, Carole Gaillevio et Jacques Lemaillard, il y a 2-3 ans maintenant, sur le DCPP, une évaluation à l'échelle nationale et qui souligne toutes les, je peux faire mon carnet d'enthousiasme, toutes les vertus de votre fonction. Donc à l'évidence, mais ça a été dit à l'échelle nationale, il importe de consolider en fait ce type de fonction, je ne sais pas comment les qualifier autrement. Je me permets du coup une petite digression et qui vient faire écho à des échanges que j'avais eu plutôt côté de vos collègues de la gendarmerie. Un dilemme peut toujours se poser sur ces questions, prévention, répression, comment évidemment que ce sont deux gens, bien sûr pas. Loin de moi l'idée d'opposer, ce serait complètement vain, ce qui doit aller de pair. Mais du coup, des réflexions quant à savoir, d'un point de vue très opérationnel, au niveau de l'organisation locale des services, où placer le curseur entre polyvalence et spécialisation. C'est-à-dire à quel point on dédie certaines fonctions, la vôtre par exemple, à une approche plus orientée sur la prévention, pas que, mais la communication, pas que, mais quand même. Ce qui parfois peut conduire, je pense à certaines initiatives en gendarmerie, finalement, les autres personnels à se sentir un peu, j'allais dire, confisqués, c'est pas du tout ça, mais du coup, ce qui peut conforter les autres dans l'idée que c'est bon, la prévention, c'est nous, on ne va pas le faire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très, très clairement, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, l'équilibre est toujours difficile à trouver, et quand bien même il y a des fonctions dédiées, il me semble que c'est important dans le socle commun, que ce soit en formation, que ce soit en cadre du management au quotidien, de rappeler que cette dimension d'aller vers la population, etc., elle fait partie, j'allais dire, du job en sécurité publique, en tout cas. Après, il y a des fonctions spécialisées où, évidemment, ça ne s'y prête pas, y compris dans le champ de la sécurité publique. Mais gardien de la paix, au départ, ben voilà, on sait bien ce que ça veut dire, il y a cette dimension-là. Et simplement une remarque par rapport à ce que vous disiez du côté de Besançon et des retours que vous pouvez avoir de la population s'agissant des réunions publiques. Le manque de transparence sur les effectifs police, c'est vraiment, gendarmerie aussi, gendarmerie, un point qui revient de manière récurrente, un point de crispation important chez les élus locaux. Et regardez d'ailleurs les grands assauts d'élus locaux, que ce soit l'AMF, que ce soit France Urbaine, très souvent dans leurs manifestes sur les enjeux de sécurité locale, mettent en avant cela en disant « Ok, on travaille la confiance, on a tous envie de bosser en bonne intelligence avec les services policiers de l'État, et c'est réciproque d'ailleurs. Mais bon, ça on voit, quand on n'arrive même pas à savoir combien on a d'agents affectés dans le commissariat de secteur pour de vrai, pas d'effectifs théoriques, effectifs réels, c'est quand même un peu bloquant. Ouais, donc derrière cette transparence aussi, donc c'est une notion qui est peut-être un petit peu galvaudée en ce moment, parce qu'il y a des modes, y compris dans le domaine de la sécurité, dans le discours sur la sécurité, avec le mot de redevabilité. C'est vraiment quelque chose de fondamental et quelque chose qui fonctionne conceptuellement, que ce soit à l'échelon des hiérarchies, qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre à l'échelon pratique. Et c'est bien ce que vous avez tâché de démontrer au travers de l'intervention, c'est qu'au niveau, j'allais dire, stratégique, les orientations sont à la fois claires, lisibles, compréhensibles et vont dans la bonne direction. La déclinaison jusqu'aux pratiques professionnelles est infiniment plus longue à mettre en marche. Et j'ai tendance à constater l'expérience de mon propre regard sur l'activité des services de sécurité au sens large, qu'il s'agisse de police et de gendarmerie, qu'on a professionnalisé un certain nombre de pratiques, y compris des pratiques de redevabilité au travers, par exemple, la généralisation des GPO. On a très concrètement
professionnaliser un peu le partenariat, le travail avec le partenaire. On est descendu d'un cran. Dans la pratique des stratégies locales et de la déclinaison des stratégies locales de sécurité, on est descendu d'un cran. On n'est pas encore arrivé forcément au niveau qu'il conviendrait peut-être d'atteindre de déclinaison totale. Et là où je veux faire une autre remarque, parce que comme d'autres, j'ai des datas, et dans les datas dans mes vraiment priorité qui me semble absolument fondamentale, c'est la nécessité de chaque fois rappeler, la noblesse de la fonction police-secours, qui est une fonction de contact au premier chef et contact dans l'urgence, avec ce qu'elle doit représenter et la valorisation qui doit être derrière. Avec, et je le dis aussi ouvertement sans langue de bois, le risque, si l'on fait de la coproduction trop émiettée, de faire disparaître un certain nombre de fonctions de contact des fonctions du policier de police nationale, avec un risque de coupure accru par conséquent. Et ça, dans le cadre d'élaboration de stratégies de long terme, notamment avec ce dont Brigitte nous parlait tout à l'heure, en termes de réflexion globale sur les politiques publiques et la politique publique de la police nationale, c'est quelque chose d'absolument considérable. Parce que, effectivement, à trop vouloir bien faire ou à trop vouloir partager, on offre les possibilités de déléguer à d'autres un certain nombre de travaux que l'on ne souhaite pas forcément faire parce que c'est difficile, parce qu'on n'a pas le temps et on a toujours de bonnes excuses pour ne pas faire. Et là, il y a vraiment un chantier absolument important. Peut-être qu'on va enchaîner maintenant. Si Philippe peut nous remettre le pupitre, peut-être que ce sera plus pratique pour Sagar et Marie pour travailler et faire le PowerPoint. Et d'être peut-être tous les deux devant. Je voudrais simplement intervenir pendant que le pupitre. Mais tu as bien raison. Il n'y a pas de table ronde. Simplement, après avoir remis le pupitre, je vais meubler un peu, ça permet comme ça de... Je pense qu'avec le préfet, on doit être de la même génération. Je trouve que j'ai aussi eu à connaître Hubert Bonne Maison, et puis il y a trois rapports en fait. Schwartz et Luc Bout derrière. Il y a les trois rapports qui suivent. Bon, simplement, je voulais dire que ce n'est pas un hasard s'il y a un centre de recherche qui s'est créé à l'ENSP il y a 6 ans. Ce n'est pas un hasard si on essaye de comprendre un peu la société sur une plateforme. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il y a un réseau des grandes écoles qui vient de se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, l'État est en train de se remettre en compte. D'ailleurs, on voit bien quand même que la verticalité, on peut toujours y arriver, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'égalité impose la verticalité quelque part. Mais on est aussi conscient qu'il y a un bassin de vie qui est de plus en plus large. Les 10 écoles de la fonction publique, les 10 grandes écoles de la fonction publique sont en train de négocier un parcours commun là, actuellement. Il y a l'Institut, anciennement l'ENA, qui est en train de se mettre en place. Donc c'est vrai que ça ne bouge pas rapidement, mais ça bouge. Et c'est pour ça que je voudrais quand même terminer ce débat sur cette infrastructure très, très lourde. Bon, il faut voir les choses comme elles sont, mais qui commence à négocier un départ sur d'autres orientations. Moi, je me rappelle encore avec la gendarmerie, avec l'UTT, on avait mis en place en 2005, je ne sais pas si tu te rappelles, Manuel, ils étaient venus pour mettre en place menaces contemporaines et nouvelles technologies. On avait mis en place un diplôme d'université sur justement les réseaux sociaux. L'État était déjà là, en train de mettre quelque chose en place. Je veux dire, les initiatives, comme ça, je pourrais en citer d'autres, des initiatives qui essaient justement de faire bouger les... Mais enfin, la question qui peut se poser, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quand même une colonne vertébrale? C'est ça la question. C'est entre la régionalisation et la décentralisation, entre les polices locales qu'on retrouve en Espagne, par exemple, les polices régionales, etc., et la police judiciaire nationale. Est-ce qu'on doit rechanger la structure, etc. Donc, ça, il y a peut-être à adapter toutes les structures, mais pour vivre ça depuis 35 ans, je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives qui se prennent et de plus en plus de rapprochements et de plateformes communes. Et je pense que la journée d'aujourd'hui en est une démonstration, justement. Voilà, maintenant, je laisse la place puisque on vient de remettre en place. Ce que je peux dire, mademoiselle, pardonnez-moi, avant que vous commenciez, juste un tout petit mot pour réagir en clôture de ce que vous avez dit, de tout ce que j'ai pu entendre. D'abord, juste un petit rappel, la police nationale en France, elle traite 70% de la délinquance et 80% de la criminalité.
dans ce département, elle traite à peu près sur les mêmes proportions, 70% de la délinquance. D'abord, la police nationale, elle intervient sur l'ordre public. Elle investigue, elle renseigne, elle traite de l'ordre public, elle lutte contre l'immigration. À travers tout cela, vous aurez bien vu que la portion qu'il reste pour commettre la prévention de la délinquance est un peu congrue. Voilà, il n'y a pas, en tout cas dans ce département, et là ici c'est lié, je ne peux pas parler, je n'aurai pas la prétention d'incarner la police nationale, bien évidemment, mais en tout cas, moi, dans mon département, les missions, elles sont celles-ci. Et donc la prévention de la délinquance, on va pouvoir la réaliser, si on le fait à travers notre action du quotidien, et bien c'est tant mieux, mais ce sera un résidu de nos missions, des moyens que nous allons pouvoir engager pour la traiter. Voilà. Si par exemple, renseigner les personnes qui nous appellent sur le 17 police secours, comme ils sont chaque année un peu plus de 85 000 à le faire, car nous enregistrons le nombre d'appels et la teneur des propos qui sont tenus tant par les policiers que par les personnes qui font le 17. Et cela génère d'ailleurs 25 000 interventions, donc vous aurez fait le calcul, hein. Vous avez près de 60 000 personnes qui nous appellent, qui ne nécessitent pas sur une ligne d'urgence une intervention de police. Eh bien, cette prévention de la délinquance n'est pas, en tout cas au sein des directions départementales, stratégisée en plein, mais fait l'objet de traitements ponctuels sur des missions particulières, comme les délégués cohésion police-population, mais par exemple dans le département du Doubs, il y en a deux, comme la communication institutionnelle que nous pouvons réaliser sur les réseaux sociaux ou vers les médias plus traditionnels ou à l'occasion d'organisation de forums, de colloques auxquels nous participons. Voilà, tout cela, ce sont des missions de police, mais ce n'est pas les missions premières de la police et le volume est très important. Alors, donc, je pense qu'on ne peut pas demander à la police nationale de prendre en compte, en plus des missions que je vous ai données en introduction, la mission de prévention de la délinquance. Ça, je crois que le préfet l'a très bien décrit. Il a à sa main dans le département, lui, toutes les actions et tous les leviers pour pouvoir faire et peser sur l'insécurité et la délinquance les actions de prévention, mais aussi les actions de répression, puisque nous sommes un outil à la disposition du préfet dans le département. Dernier point sur la prévention et sur la coproduction de sécurité. Lorsqu'un patient a une leucémie et qu'il vient voir son oncologue, il ne va pas lui dire comment il faut faire. Alors, il peut lui dire « j'ai des inquiétudes, j'ai du stress, je ne sais pas ce qui va se passer, ce qu'il va devenir de moi. » Parce qu'on remet, le malade va remettre sa vie entre les mains du spécialiste. Et c'est d'ailleurs, finalement, l'époque du Covid que nous traversons, c'est un peu ça. Chacun a son avis sur la manière dont on doit appréhender cette épidémie et comment on doit la traiter. Sauf que c'est quand même une affaire de spécialistes. La délinquance, c'est un peu ça. Je pense qu'on doit deux choses. Recueillir les problématiques de nos concitoyens dans leur quartier, dans leur ville, et c'est ce que nous faisons à travers la sécurité du quotidien et les groupes de partenariat opérationnels que nous développons d'ailleurs fort nombreux et de fort bonne qualité avec la mairie, mais également avec les bailleurs sociaux, avec la police municipale, avec des associations de quartier. Et puis la deuxième chose, et ce que l'on fait de manière totalement imparfaite, c'est le rendre compte vers la population, où on doit nous utiliser notre communication, nos vecteurs de communication, les outils modernes qui existent aujourd'hui pour rendre compte de notre action et l'expliquer vers la population. Voilà. Et ça, je dois le concéder, on a encore beaucoup de progrès à faire sur ce point. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long. C'est intéressant d'avoir la réaction de l'opérationnel responsable sur le terrain, parce que ça participe à ton niveau, mais ça peut participer au niveau de chacun des policiers, de la pédagogie dont on vient de parler, c'est-à-dire expliquer que, un, nous n'avons pas de baguette magique, deux, ça fait partie des missions, et trois, le cas échéant, et ça c'est quelque chose qui est établi, y compris établi dans les textes, c'est-à-dire que la responsabilité globale et l'articulation, la pensée et la pratique de la prévention est décalée vers les collectivités territoriales sous la responsabilité du maire de la commune. Et ça fait partie de l'explication que l'on doit, et dans le cadre de laquelle, effectivement, on a réellement progressé, c'est ce que je disais, notamment dans ce que j'appelle moi la professionnalisation des partenariats, et que l'on doit continuer à faire, y compris pour expliquer, encore une fois, les limites
de notre action et le rôle de chacun des acteurs. Donc peut-être maintenant, nous allons demander donc à Marie et Sagar de nous présenter leur travail. Hein. Donc je n'en dis pas davantage, je leur laisse la parole et nous réagirons ensemble après. J'écoutais ce que vous avez dit. Ouais. D'abord mon mot. Bonjour, désolée, je pense avoir un peu plus. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter notre travail. Oui, ça marche. Donc là, on va présenter les résultats de l'enquête sur la taxe générale pour la population. Dans ces sociétés dernières qu'on a réalisé l'année dernière dans le cadre de stage avec le laboratoire du pôle enquête de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc là, premièrement, on va vous présenter la mise en contexte, donc notre méthodologie très rapidement. Ensuite, les résultats de l'enquête et finalement la conclusion. Donc, notre travail a été dans le cadre d'un stage de notre Master 1 en sociologie et sciences sociales appliquées au métier des études et des enquêtes, donc l'Université de Savoie-Mont-Blanc, avec le pôle enquête. Donc, le pôle enquête a été mis en place il y a plus de 10 ans au sein du laboratoire LSCT, qui est rattaché à l'UFR LSCH de l'université. Donc, le pôle enquête a plusieurs objectifs qui sont entre améliorer les protocoles d'enquête existants, mais aussi de permettre aux étudiants une professionnalisation à travers des contrats externes, des contrats avec les commanditaires extérieurs de l'université. Donc, notre enquête fait suite à une enquête quantitative, donc qui a interrogé plusieurs milliers de personnes en France en 2019. Notre mission était de comprendre la nature des réponses apportées à ce questionnaire en conduisant des entretiens approfondis auprès de ces personnes. Nous avons réalisé 100 entretiens qui, une fois retranscrits, correspondent à un corpus de plus de 360 pages. C'est ce corpus qui a servi de base à notre mémoire que nous avons réalisé sur la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, toutes les personnes que nous avons sollicitées n'ont pas forcément accepté un long entretien. Nous avons appelé 288 personnes et 100 ont accepté l'entretien. Donc, l'objectif de notre enquête était premièrement d'essayer de comprendre comment se construisent les points de vue de la population sur la police à travers leur parcours individuel. Donc, ça peut être à travers le quartier, l'âge, le profession, le métier, par exemple. Donc, on s'est concentré sur la construction de la relation de confiance et ou de méfiance vis-à-vis des fessiers. Dans l'ensemble de ces questions, bien évidemment, il y a eu des aspects qui nous ont été nécessaires et importants d'approfondir de manière individuelle. On s'est intéressé sur certaines questions un peu plus que d'autres. Dans les résultats de notre enquête, nous avons fait le choix de l'analyser sur deux dimensions. Donc, la dimension synchronique qui va plus s'intéresser aux éléments de la santé de l'entretien. Ça va être tous ces éléments qui vont permettre d'identifier l'individu au moment même de l'entretien, l'âge, le quartier, le métier. Et donc, à l'opposé, il y a les éléments diachroniques qui vont être plus liés aux évolutions. Donc, ça va questionner les parcours des individus ainsi que l'expérience personnelle de la personne. Donc, il y a un aspect très temporel et comparatif dans cette dimension. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une multitude d'informations intéressantes à analyser dans ces entretiens. Donc, la diversité des personnes interrogées, notamment au niveau culturel et social, nous a amené à relever de nombreuses contradictions dans les propos de nos interlocuteurs. Nous avons aussi noté qu'il y avait une ambiguïté dans les réponses concernant l'image de la police par la population, donc en fonction de l'appartenance sociale, du quartier, du
besoins de sécurité, l'approche elle variait. Le plus gros écart que l'on a pu observer, c'est sur le niveau des générations. Donc, on a pu constater, c'est que les moins de 25 ans avaient une image très mitigée de la police, enfin, du moins plus négative que les autres générations. Ils expriment beaucoup plus de critiques, au contraire des plus de 64 ans qui ont pour la plupart une bonne image. Donc, ces derniers nous disent cependant que les forces de sécurité intérieure seraient parfois trop laxistes, car elles auraient peut-être moins de pouvoir qu'avant. Là encore, à l'inverse des moins de 25 ans qui soulignent une police qui serait parfois trop dure ou voire trop violente. Il est malgré tout très difficile de dire si la personne interrogée a une bonne ou une mauvaise image de la police, puisque son image varie en fonction de ce dont elle parle, donc de son quartier, si elle la touche directement, ou de la France de manière plus générale, notamment s'il s'agit de la grande criminalité ou du terrorisme. Donc son approche, son opinion varie aussi en fonction du type de police abordée ou de leur spécialité. Par exemple, les personnes qui nous disent avoir une meilleure image des gendarmes nous donnent comme argument qu'il y a ce côté militaire qui les rendrait plus droits, plus disciplinés, plus sociaux, plus proches de sa population. Ce qui est très étonnant, c'est que les personnes qui nous disent avoir une meilleure image des policiers nous donnent en fait les mêmes arguments, en dehors du fait qu'elle amènerait plus de confiance, car elle ne fait justement pas partie de l'armée, elle n'a justement rien à voir avec l'armée. Nous avons également relevé que les personnes ayant une image plutôt mitigée ou une confiance mitigée en la police avaient généralement une très bonne image du RAID ou du GIGN. Donc en fait, on se rend compte que la plupart des personnes ont une meilleure image de la police à laquelle elles n'ont pas affaire. Mais c'est surtout l'aspect compétence et efficacité de ces groupes d'intervention qui est mis en avant de par sa visibilité dans les médias. Nous avons fait le choix d'étudier la qualité du lien à travers la question de la confiance. La question de la confiance se décline à plusieurs niveaux et à plusieurs variables. On va se rendre compte qu'en fonction des besoins de sécurité individuelle et collective, on aura plusieurs niveaux de confiance qui vont parfois s'opposer. Il faut comprendre que la confiance dans notre enquête ne va pas être comme le résultat d'interaction entre la police et la population. Il faut le comprendre de cette manière. Et donc, de ce fait, la visibilité, par exemple, dans le quartier, va faire office de disponibilité et donc va donner un sentiment de sécurité et par la suite un rapport de proximité. Donc, je vous invite à regarder ce tableau qui va plus ou moins résumer les résultats qu'on a eus à ce niveau-là. Donc, d'un côté, on a le sentiment... D'un côté, on a le sentiment de sécurité individuel qui va se comprendre à travers deux niveaux. Il y a les questions de problèmes personnels. À travers ces questions-là, l'individu va juger les FSI sur leur manière, leur façon de régler ce problème. Donc, ce sera sur l'efficacité et l'intégrité des FSI à répondre à un besoin ou à résoudre un problème. Donc, et suite à cela, il y a une expérience qui va se former. Donc, cette expérience, elle va beaucoup dépendre de l'efficacité et de l'intégrité des FSI. Donc, si l'expérience est bonne, donc la question de la confiance va être d'actualité. La personne va être dans une posture plutôt confiante par rapport au FSI. Par contre, si cette expérience est mauvaise, donc la confiance ne sera pas du tout d'actualité. On aura beaucoup de critiques à ce niveau-là. Et donc, le lien ne va pas être envisagé. Donc, le lien, on va le comprendre comme une manière dont on va se positionner la population par rapport à son rapport FSI. Donc, il va être envisageable ou pas. Les gens ne vont pas nous dire oui, je pense. Enfin, certains vont le dire, mais très peu vont dire oui, je pense que j'ai un lien avec la population. Ils vont questionner ce que ça veut dire ce lien avant de répondre à la question. Donc, les problèmes personnels, par exemple, ça peut être les problèmes de violence conjugale ou sexuelle, on va y revenir. Et de l'autre côté, on a donc le sentiment de sécurité individuelle au niveau du quartier. Est-ce que dans le quartier, la sécurité est d'actualité? Est-ce qu'il y a un problème, il y a des problèmes de trafic de drogue ou pas? Donc, si par exemple, dans le quartier, la sécurité est d'actualité, on va avoir donc, les individus qui vont parler de visibilité. Cette visibilité, bien sûr, elle peut ne pas exister. Donc, il y a des cas
où il n'y a pas de souci dans le quartier, la personne se sent complètement en sécurité et ne va pas parler des festivals, ne va pas relier son sentiment de sécurité à la visibilité des festives. Donc, si dans le quartier tout va bien et qu'on voit les festives, cette visibilité va faire office de disponibilité. Donc, ils sont là, je les vois, ils sont disponibles. Donc, en cas de problème, je les appelle, ils vont être efficaces, rapides, résoudre mon problème. Et donc, cette disponibilité va d'office faire office de bonne image. Et cette bonne image va créer un sentiment de proximité qui va permettre à l'individu d'envisager le lien, un lien avec la police ou la gendarmerie. Donc, de l'autre côté, on a le sentiment de sécurité collectif, donc, qui va beaucoup dépendre du contexte social, qui sera forcément influencé par les médias et les réseaux sociaux. Et suite à cela, il y aura une image qui va se créer, qui va être peut-être bonne ou mauvaise en fonction de l'information qui va circuler dans les médias et les réseaux sociaux. Et donc, suite à cela, il y aura la question de la confiance qui va se poser. Est-ce que j'ai confiance à travers les éléments que je vois, à travers le sentiment, mes perceptions, tout ça. Et suite à cela, donc, on aura le lien qui va être questionné à travers le sentiment de sécurité collective. Donc, pour que la confiance puisse exister, on a besoin d'avoir ce sentiment de sécurité individuel additionné à un sentiment de sécurité collective. Les personnes doivent se sentir en sécurité dans les deux cas. Il est à distinguer qu'au niveau de la confiance, quand les personnes interrogées nous parlent d'une confiance avec, par exemple, dans la police, cette confiance ne sera pas la même chose qu'une confiance au niveau des policiers ou de la justice. C'est-à-dire qu'on aura des individus qui vont se sentir très mal à l'aise avec les policiers, qui vont développer des sentiments de méfiance vis-à-vis des policiers, sans que cela n'entrave leur relation, sans que cela n'entrave, par exemple, un demande d'aide au niveau de la commissariat. C'est deux niveaux de confiance à distinguer. Et de l'autre côté, on a des individus qui sont plutôt confiants, qui ont des sentiments de confiance vis-à-vis de la police, mais de méfiance vis-à-vis de la justice, en disant que oui, la justice ne suit pas, les policiers ne sont pas soutenus, ces gens-là. De ce fait, on comprend suite à cela que le lien dans notre travail va apparaître comme une qualité relationnelle. On va comprendre la qualité du lien à travers la qualité de la relation entre les deux acteurs. Nous nous sommes rendus compte également que dans notre travail, plus les individus avaient des contacts avec la police, plus l'image avait tendance à être mauvaise. Et moins les gens ont des contacts avec les polices, et plus l'image aura tendance à être bonne. Un des points importants que nous avons relevés, c'est qu'il y avait une baisse de confiance dans certains quartiers, tels que les QRR. Donc, les problèmes de trafic de drogue ou l'absence de la police dans ces quartiers-là amèneraient un sentiment d'abandon de leur population. Beaucoup espèrent un retour de la police de proximité et soulignent son efficacité lorsqu'elle est présente dans les quartiers. Tout à l'heure, on a essayé de parler de contact. Donc là, on va vous donner, on va partager avec vous des résultats importants de notre enquête. Donc, c'est la perception bien spécifique de certaines femmes, notamment lorsqu'elles ont été victimes de violences conjugales ou sexuelles. Donc, des entretiens avec des victimes ont mis en évidence une forme d'incompréhension ou d'insensibilité de la police sur ces questions-là. De ce fait, ces questions d'incompréhension et d'insensibilité sont toujours mises en relation avec les questions de formation. Les victimes ont tendance à dire que les formations sont inadaptées ou insuffisantes à ce niveau-là et vont d'ailleurs décrire des procédures très douloureuses. Ils vont parler parfois de dépression, de sentiments d'abandon et d'autres fois de découragement aussi, ou quelquefois d'un sentiment de mise en danger de la part de la police en absence d'intervention. Il y a un sentiment de négligence et d'insatisfaction qui est à ce niveau-là, et ce sentiment est aussi partagé, c'est-à-dire que les victimes vont nous dire qu'ils ont l'impression que leur problème n'est pas une priorité pour la police, et de ce fait, ils se demandent est-ce que la police veut ou peut éventuellement les aider. Donc, cette insatisfaction à ce niveau-là
et va apparaître dans nos résultats comme un frein procédural et relationnel dans la relation police-population. Donc, ce qui va faire rupture à la confiance qui peut exister entre les deux agents, parce que la confiance repose sur la capacité de la police ou de la gendarmerie à répondre de manière efficace et intègre sur un problème bien déterminé, bien spécifique. C'est une image qui est améliorée de ce point de vue-là et qui est partagée. Donc, ce n'est pas que les victimes qui nous parlent de ça. Il y a des personnes qui ne sont pas victimes de violences sexuelles ou conjugales qui vont penser la même chose, et des hommes qui vont dire que justement l'image de la police à ce niveau-là n'est pas satisfaisante et à améliorer. Là, suivant cet exemple, on se rend compte que la perception des FSI est avant tout une question d'expérience personnelle. Pour ces personnes, ce n'est pas une question de perception ou d'image véhiculée par les médias, c'est quelque chose que ces personnes ont vécu, ont ressenti, et ce qui a beaucoup impacté leur image donc de la police ou de la gendarmerie. Donc, on peut se rendre compte aussi d'une autre manière, en analysant les résultats de manière diachronique, que ce n'est pas toujours le cas et d'autres personnes ont des images qui ne relèvent pas forcément de l'expérience personnelle. Donc, en effet, les médias et les réseaux sociaux sont désormais des sources indéniables de véhiculant une image instable de la police, qui est souvent intériorisée par la population. Donc, l'image de la police véhiculée dans les médias et les réseaux sociaux, elle est très présente dans nos entretiens et parfois elle est vécue comme une expérience par les personnes interrogées. Et malgré l'importance de ces images dans la construction de la relation police-population, l'expérience avec ces récits reste quand même primordiale, et c'est la première expérience qui prédomine. Là, on se rend compte que la perception que peut avoir la population sur les FSI va évoluer en fonction du contexte social et des groupes spéciaux d'intervention. Donc, c'est important. Comme dans le cas, par exemple, des violences conjugales, on va avoir des femmes qui vont avoir une très mauvaise image de la police, mais une très bonne image de la gendarmerie, disant que elle est plus sociale, plus présente, plus à l'écoute. Donc, une perception qui va être comparative. Les personnes interrogées vont tout le temps comparer leur situation par rapport à leur position géographique, structurelle et générationnelle. On a un effet comparatif qui est très présent dans nos résultats. On se rend compte que finalement, l'analyse, le regard qui est porté sur les FSI par la population va se faire à travers leur représentation individuelle et collective. Et dans nos entretiens, ce qui est étonnant, c'est que de manière quasi unanime, les personnes interrogées vont faire référence aux médias et aux réseaux sociaux pour appuyer leurs propos. Donc, pour conclure, on peut penser que la complexité dans la relation entre FSI et population, on peut également le comprendre à travers ces sentiments contradictoires qui existent. Donc, c'est des sentiments effectivement qui sont contradictoires, mais quand on s'y penche, qui vont être bien spécifiques en fonction de ce dont on parle. Donc, une des difficultés aussi de notre enquête est le contraste entre, d'une part, les expériences personnelles vécues par les individus et de l'autre, l'influence très forte des médias. Et pour finir, on se rend compte que l'image des FSI est très évolutive. Donc, est très évolutive et même peut évoluer au moment de l'entretien. C'est-à-dire qu'on va avoir des individus au début de l'entretien qui vont être plutôt méfiants, et à la fin, l'entretien va les pousser à développer une réflexion très profonde sur le sujet. Donc, selon nous, l'image de la police n'est pas forcément ou bonne ou mauvaise, elle serait parfois orientée par les réseaux sociaux et les médias, entraînant plus fréquemment une baisse de confiance. Les réseaux sociaux ont un impact plus grand sur les nouvelles générations. Or, la confiance étant le ciment du lien social dans une société, viser l'amélioration de l'image chez les plus jeunes apparaîtrait comme primordial. Donc, malgré la richesse de notre contenu, nous nous sommes rendus compte que nous étions limités au niveau des analyses parce que nous n'avions pas le point de vue de la police. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment la police se situe dans cette relation. Est-ce que ces attentes correspondent à celles de la population ou non? Et qu'est-ce qui pourrait être mis à jour dans la formation du policier qui lui permettrait de faire face à une génération qui change? Donc, ce qu'on ressort avant tout dans nos entretiens, ce sont les attentes au niveau de la proximité et de la prévention. Merci pour votre attention.
Vous avez juste quelques extraits d'entretien. Pardon. Ah, vous voulez que Oui, oui, oui. Bah oui, vous avez dit parce que Le rendu n'est pas on n'est pas bien. très bien. Oui, ok. C'était un simple contrôle, mais les mecs me posaient des questions parce que j'étais jeune et moi, je ne trouve pas ça normal. Ils te prennent de haut, ils te parlent comme des chiens et surtout ils te tutoient. Je trouve ça inadmissible quand les filles tutoient. C'est limite si je me suis pas sentie discriminée parce que j'étais jeune. Donc, notre entretien, j'ai une image plutôt bonne de la police et de la gendarmerie. Je pense qu'ils sont là pour faire leur travail. L'année dernière, lorsque j'habitais en centre-ville, j'avais des soucis de voisinage. J'ai appelé, ils étaient venus quasiment de suite. Ils n'ont jamais été désagréables. C'est presque la seule fois où j'ai été confrontée à la police. Alors, j'ai fait appel plusieurs fois à la police pour des problèmes de violence conjugale et ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas là pour ce genre de problème. Je pense avoir des liens concrets avec eux parce que quand on téléphone en cas de souci, ils sont là quand même à l'écoute et assez réactifs, on va dire. Ensuite, pour finir, on ne connaît pas toujours la vérité, donc on va plus croire les réseaux sociaux ou alors les médias grand public. Allez, reprenez place. Je vous laisse alors de ce qu'il faut savoir sur les aspects des résultats d'une telle enquête qui sont spécifiques. Vous travaillez qualitatif, vous avez fait d'entretien avec une centaine de personnes. C'est d'une part le poids des représentations et les contradictions. Pour vous dire la vérité aussi, je trouve qu'effectivement, j'étais d'une certaine façon le tuteur professionnel de ces deux étudiantes aussi. Et donc, ayant lu l'ensemble de la production qui fait près de 400 pages, j'ai été assez frappé par un certain nombre de remarques, y compris ce que Marie et Sagar ont dit, sur lequel je veux insister, c'est-à-dire vraiment les contradictions internes à l'intérieur même d'un entretien unique. C'est-à-dire, on pouvait très bien commencer l'entretien avec je n'aime pas la police, et à la fin, lui trouver toutes les qualités du monde après 20 minutes d'entretien, ou l'inverse. Donc, c'est particulièrement difficile à saisir. Et au-delà du poids des représentations, ce qui m'a marqué, et c'est pour ça qu'elles en ont parlé, c'est réellement la question des violences et de la prise en compte des violences contre les femmes, qui est extrêmement lourde et qui, du coup, fait complètement disparaître, ou presque, un certain nombre de sujets qui n'apparaissent que très très peu, et vous me confirmez si je ne dis pas la vérité, hein. Mais concrètement, le problème des misconduites ou des comportements inappropriés est très peu présent, le problème de la déontologie est très peu présent, le problème de racisme est très peu présent, et il y a par contre, j'allais dire, vraiment un coup de poing, c'est comme ça que moi je l'ai vu au travers ces entretiens sur la question de la prise en compte des violences faites aux femmes. Et ça, c'était dans le contexte qui fait que ce travail de Marie et Sagar a eu lieu il y a quasiment un an. On peut comprendre également le débat public qui a eu lieu sur ce sujet, parce que vraiment, c'était au sens propre pour moi un coup de poing. Est-ce qu'il y a des interrogations en direction de Sagar et de Marie sur le travail ou leurs remarques? Oui, Didier, il me semble que ce serait utile de préciser que c'était la deuxième étude. Hein. Il y en avait une première qui avait été mise en place, où on avait quand même, on va laisser libre un peu, mais ça c'est la deuxième, et il y a une troisième qui est lancée, je crois. Hein. Alors sur ce travail, qui est en fait un travail expérimental de recherche qui est fait avec le centre de recherche de l'ENSP, on a travaillé effectivement depuis, en fait on a appris à faire connaissance depuis 2018 avec le laboratoire et le pôle enquête de l'USMB. Et effectivement, on a fait un premier travail en direction des QRR. On a fait également une enquête assez lourde en 2019 où on avait eu un peu plus de 12 000 répondants. Et c'est sur cette base-là qu'ont travaillé Marie et Sagar.
On a recommencé en 2020 et on a eu 15 000 répondants, notamment en nous appuyant sur les fameux délégués à la cohésion police-population, qui sont des moteurs considérables de rapprochement avec la population, et avec, c'est un des aspects particuliers de ce que j'appelle une expérience hors norme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire une enquête exhaustive avec un échantillon représentatif. Au contraire, on demande, le cas échéant, à aller un peu plus particulièrement sur les publics difficiles, en direction des publics jeunes, en direction des publics qui habitent notamment les quartiers de reconquête républicaine, là où il y en a sur le territoire national. Et donc, le but n'est pas de faire beau ou de faire joli, mais d'aller vers un certain nombre d'endroits particuliers et d'être en capacité de mettre en place des visuels sur les attentes d'un certain nombre de populations spécifiques. Et pour être concret sur les résultats de l'enquête 2020 que l'on donc va reproduire à partir de demain, c'est ce que nous avons mis en évidence de façon extrêmement concrète, qui est jusqu'ici relativement peu visible dans tous les travaux qui ont pu être faits antérieurement, c'est l'extrême variabilité des attentes des publics à l'intérieur même d'une catégorie d'âge. C'est-à-dire que même si vous prenez la population de plus de 64 ans ou la population de moins de 34 ans, à l'intérieur de ces décennies de population, vous avez une variabilité qui atteint parfois 20 points lorsque vous interrogez sur leur satisfaction des attentes en matière de soit lutte contre les stupéfiants, lutte contre l'insécurité routière, lutte contre les violences, lutte contre les vols, lutte contre les incivilités. Et là, il y a une très très forte variabilité qui relativise tout ce qu'on peut lire par ailleurs sur des chiffres globaux qui font que globalement les gens sont contents à 80% ou à 76% ou que sais-je. Parce que lorsque l'on gratte un petit peu, à l'intérieur encore une fois d'une catégorie d'âge donnée, il y a une très forte volatilité des données. C'est-à-dire que très concrètement, une insatisfaction forte, générale, par exemple en matière de lutte contre les stupéfiants, où il y a un grief qui nous est fait de ne pas être assez efficace et de ne pas répondre aux attentes de la population, c'est très clair. Et puis, par contre, une satisfaction ou des satisfactions, comme par exemple la prise en compte de la sécurité dans les transports en commun. Et toutes les évaluations que l'on peut faire au niveau national corroborent aussi les résultats de QP20. On retrouve ça quand on analyse et quand on fait un travail spécifique avec les opérateurs de transport public qui ont noté une amélioration sensible, et des efforts sensibles, et le public a, encore une fois, des attentes différentes en fonction de la nature des missions. Et ça, c'est une dimension de redevabilité que l'on n'était pas capable de mettre en évidence et qu'on va essayer d'approfondir. Et je le redis parce qu'il n'y en a que 2 dans la salle, mais il y en a quelques centaines en France. Et ce travail est fait aussi avec les DCPP qui sont là pour aller, j'allais dire, justement au contact des publics difficiles. Merci Didier. Moi j'avais une question, mais peut-être qu'il faudrait que je lise les 400 pages de votre rapport. Nous, à GBN, nous en contact, l'année dernière notamment, on a contacté 1200 victimes de violences conjugales qui ont été prises en compte dans les commissariats. Et ce qui revient le plus fréquemment, c'est la difficulté de prendre en compte le suivi de l'affaire judiciaire. C'est-à-dire que non seulement ils voudraient que les policiers les appellent régulièrement tout au long de l'enquête, mais ils voudraient aussi connaître et surtout savoir ce qu'il advient des suites judiciaires. Et ça revient à 90% dans les entretiens que nous avons. Nous en avons fait 1200 par téléphone l'année dernière, donc on est un peu appuyé sur des données sensibles. Et ça, je voulais savoir si ça revenait ou pas dans ce que vous avez vu, c'est les suites judiciaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut le relever, les directions départementales de la sécurité publique croulent sous les dossiers individuels de dossiers de violences conjugales. Par exemple, j'ai en mémoire un commissariat où ils sont 4 et ils ont 500 dossiers à l'année pour pouvoir traiter ces dossiers de violences conjugales. Donc, ce qu'on reproche aux policiers aujourd'hui, c'est certes de la formation, mais c'est aussi de ne pas appeler les victimes régulièrement sur le contenu du dossier, sur les suites judiciaires. Alors, est-ce que ça revient dans vos entretiens, ce genre de choses?
Alors, nous, dans nos entretiens, on n'était pas dans cet aspect-là. Enfin, ce qu'on a senti, c'était vraiment une forme d'incompréhension de la personne qui va aller demander de l'aide. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore à ce niveau-là. Mais à un niveau où la personne qui est en face de moi ne comprend pas, on n'arrive pas à prendre en compte ce que je vis. Donc, par exemple, j'ai une femme qui disait je suis allée voir la police, ils n'ont rien fait. J'avais mon conjoint qui me frappait, qui habitait chez moi. Le bail était sur mon nom. Mais ils m'ont dit non, on ne va pas le sortir parce que sur la boîte à lettres, c'est le nom de votre conjoint qui. Donc, c'est vraiment des choses de ce genre. Ou aussi une autre femme qui disait, à chaque fois que je les appelle, ils disent oh madame, réglez votre truc entre vous. Enfin, c'est vraiment une prise en compte déjà de la situation, une évaluation de la situation avant même d'aller dans une dimension plus judiciaire. Et j'en profite pour le dire, donc, ces personnes victimes qui ont participé à notre enquête, à la fin, elles me disaient, moi, mon motivation principale, c'est justement de pouvoir aider la police à s'améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Donc, si, à travers mon expérience, la police va en sortir meilleure ou grandie, c'était surtout ça, cette dimension évolutive et participative qui était leur principale motivation à nous répondre au téléphone et à prendre le temps aussi de discuter de ces choses qui sont parfois très douloureuses, parce qu'il y avait qui pleuraient au téléphone. Donc, ce n'était pas très simple, mais on sentait qu'il y avait une vraie envie de faire améliorer les choses, mais aussi de participer dans l'amélioration de ces choses. C'est pour ça que parfois, il nous disait qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais elles ne sont pas adaptées à leur suite. Ce que je voudrais dire, c'est que votre étude est très intéressante parce qu'elle montre aussi que la police nationale, c'est une institution qui est composée d'hommes et de femmes. Ce ne sont pas des robots qu'on met dans l'institution. Ce sont des hommes et des femmes, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres organisations. Il y a parmi ces hommes et ces femmes, des gens qui sont formés, qui font remarquablement leur éthique, qui font bien leur métier, etc. Puis quelques autres, minoritaires probablement, qui, par leur seul comportement, peuvent dégrader l'image. D'où l'intérêt d'avoir une inspection générale qui relève les manquements, d'où l'intérêt de programmes de formation importants, d'où l'intérêt d'un management adapté au sein même des services, parce que le manager a un rôle considérable à jouer là-dedans, naturellement. Donc ça, c'est la première chose. Et je crois que votre étude le montre bien, quoi. Oui, ce sont des hommes et des femmes. Comme dans un lycée, quand vous avez 3 enseignants qui sont médiocres, le lycée perd sa réputation. Ça se passe exactement de la même façon dans une clinique privée ou dans un hôpital où un chirurgien a raté 3 opérations de suite. Ah là là, il faut surtout pas. Voilà, c'est donc quelque chose qu'il faut intégrer comme pense que c'est-à-dire une organisation humaine. Et les outils, me semble-t-il, qui sont développés au sein du ministère de l'Intérieur pour faire progresser cette organisation humaine sont efficaces, pour contrôler, ils sont efficaces, mais il faut qu'ils soient mobilisés tout le temps. Parce qu'on tombe vite dans le travers qui consiste à dire « Non, mais les violences urbaines, ce n'est pas notre affaire ». Alors qu'évidemment, au discours politique, le message, il n'est pas là. Et puis 99% des fonctionnaires de police ou des gendarmes, 99,9% n'ont pas ce discours en tête. Enfin, j'en suis persuadé. Sinon, je serais évidemment très surpris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très intéressant d'ailleurs de distinguer le ressenti personnel du ressenti collectif. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans l'opinion, pour l'opinion, la police, c'est quand même c'est le service qui protège. Et ça, c'est directement lié à nos taux d'élucidation. Regardez le taux d'élucidation sur les atteintes aux biens. Il progresse, mais il reste faible. Donc, sur 100 atteintes aux biens, vous en avez, pas dans le 12, je crois qu'on a des chiffres exceptionnels, mais ils sont à 45, il y a quoi, 45% de taux d'élucidation aux atteintes aux biens, ça doit être à peu près ça, peut-être légèrement en dessous. Ça veut dire qu'il y a 55 personnes sur 100 pour lesquelles la police n'a pas apporté le service qui est attendu. Parce que c'est difficile, évidemment. Les homicides, les abus sont évidemment avec des taux d'élucidation beaucoup plus simples, beaucoup plus élevés, parce que oui, l'enquête n'est pas la même. Donc ça aussi, ça nous amène
peut-être aussi à réfléchir à l'impact de tout cela. Quand on dit de mettre le citoyen au cœur de la politique publique de sécurité, ça fait partie de la réflexion stratégique qu'il faut avoir sur ces sujets, quoi. Est-ce qu'il faut abandonner le petit judiciaire? Moi, je reprends l'exemple de Mayotte, où les brigades de gendarmerie notamment étaient complètement débordées par le petit judiciaire. 80% du petit judiciaire était classé par le procureur de la République. Non pas parce qu'il a plaisir de classer, mais parce qu'il ne pouvait pas poursuivre, tout simplement. 80%. Et ça scotchait les gendarmes dans les brigades de gendarmerie. Là où personne ne les attend. Ce que veulent les gens, c'est voir des gendarmes, voir des policiers. C'est avoir le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça nous amène à réfléchir à de nouvelles stratégies pour faire progresser les choses, pour occuper davantage le terrain, pour montrer l'institution policière qui est au service des gens, tout simplement, quoi. Est-ce qu'il y a des réflexions dans la salle ou des questionnements? Oui, David. Bonjour à tous. Et en fait, ce que je trouve un peu transversal en fait, à toute la problématique, surtout par rapport au lien social qui existe et aussi par rapport aux inconformités des parts et des parts, et c'est lié à l'aspect de la santé mentale en fait. Est-ce que justement il faudrait s'interpeller par rapport à la santé mentale dans les organismes de secours en général, mais aussi dans les cadres de la police en fait? Est-ce qu'il existe déjà des programmes, peut-être des suivis, des personnes qui vous disiez tout à l'heure, on est encore dans les conditions, c'est-à-dire on va contrôler la discipline de ces agents, par exemple, au lieu de peut-être, si la personne est inconforme dans sa vie personnelle, peut-être dans sa vie professionnelle, est-ce que c'est pas mieux de mettre plutôt des solutions un peu alternatives, on dirait, mais liées à la partie psychologie, bien-être de ces agents? Et par ces biais aussi, ça faciliterait aussi le contact social avec la population. Je ne sais pas si c'est déjà pensé, si vous avez réfléchi déjà à ça. Alors, ça, c'est intéressant de poser le problème, y compris avec ton vocabulaire, de santé mentale. Et c'est un sujet qui, sous d'autres termes, est un sujet qui est extrêmement prégnant au sein des forces de sécurité intérieure et de la police nationale en particulier. C'est-à-dire, et nous, on l'appelle tout simplement le risque psychosocial. C'est réellement un sujet extrêmement important parce qu'effectivement, l'absence de risques psychosociaux et le confort mental et la capacité de réponse à la charge mentale des policiers est une condition de leur disponibilité ou de leur bonne disposition, je dirais presque, dans le contact avec le public. Et ça, c'est réellement, par contre, une vraie priorité avec un effort considérable qui est fait en matière de prise en compte des RPS. Tout à l'heure, Brigitte évoquait malheureusement le cas des suicides, mais la bonne santé et le confort des policiers eux-mêmes, c'est un élément qui est de plus en plus pris en compte, et je vais l'illustrer de la façon suivante, puisque l'un des premiers travaux qui ont été faits au sein du Centre de recherche de l'École nationale supérieure de la police a consisté presque dès la création de ce centre, à travailler sur ces problèmes de risques psychosociaux et donc sur la charge mentale des policiers. Dans le cadre du management et dans le cadre RPS au sens strict, avec accompagnement d'un doctorant, et puisque cette question était une question fondamentale, ce doctorant, une fois docteur, est devenu un membre de l'équipe pédagogique de l'École nationale supérieure de police. C'est-à-dire que c'est réellement vraiment quelque chose de très pris en compte, parce qu'effectivement, c'est bien de le redire ici, alors que j'avoue que je n'y aurais pas pensé, mais la qualité de notre travail en direction du public dépend aussi de la façon dont les agents sur le terrain sont à l'aise et n'ont pas eux-mêmes un certain nombre de charges mentales trop fortes à supporter. Ça, c'est vraiment important, à tel point également que dans les
l'orientation stratégique du directeur général de la police nationale, ces sujets de confort et de RPS, pour les appeler d'un mot technocratique, c'est-à-dire se transforment dans des instructions claires pour faire au sein même de l'institution des forces de sécurité intérieure et de la police nationale des instants de cohésion et de convivialité, de sorte que la santé psychologique, santé mentale c'est peut-être un peu connoté, mais la santé psychologique de l'institution puisse s'améliorer et progresser. C'est réellement une priorité du directeur général de la police nationale et une préoccupation des FSI, gendarmerie incluse, parce que ça, effectivement, je ne sais pas ce qu'en dirait d'ailleurs, je vais peut-être passer la parole aux gens les plus proches du terrain qui sont ici, c'est-à-dire les 2 DCPP de Strasbourg, mais parce que peut-être qu'au travers de leur connaissance, leur vie professionnelle et la connaissance de travail, on soit la possibilité de confirmer, soit d'affirmer ce que je dis sur cette importance de la santé psychologique des troupes, tout simplement, qui sont au contact du public. Il faut être fort pour aller au contact des problèmes. Si on est soi-même dans le problème, c'est plus compliqué. Alors, excusez-moi de vous passer le ballon, mais si vous n'avez pas de réflexion à faire, vous ne les faites pas. Si vous les avez, je les prends très volontiers. Oui, alors, je voudrais faire une réflexion sur l'affirmation de M. le Préfet qui disait que le petit judiciaire n'est plus pris en compte. Et donc, c'est une triste réalité. Alors, le petit judiciaire, c'est le judiciaire qui concerne le plus de monde, en fait. Dans les cités, vous avez un problème de tapage de thunes, plus personne ne vient. Hein, vous avez un problème de groupement dans un immeuble, plus personne ne vient. Ce sont tous ces petits délits-là qui ne sont plus traités, qui concernent le plus grand nombre de la population. Alors, on invite les gens à déposer plainte, les gens vont déposer plainte pour tout et n'importe quoi. À l'arrivée, on leur dit, écoutez, votre plainte, elle a été classée, ou elle est traitée 2 ans après, parce que le collègue n'a pas eu le temps de la suivre. Donc, le résultat, la demande n'est pas satisfaite. Le plaignant qui dépose plainte, il aimerait quand même avoir un résultat. Il a 2 ans après, quand le délit a été oublié par tout le monde, il a dû se débrouiller lui-même. Donc, tout ce genre, toute cette stratégie-là, alors le fait de prendre systématiquement les plaintes, c'est peut-être bien au niveau statistique, mais c'est tout. C'est tout, parce que la personne qui dépose plainte, qui n'a pas de résultat, elle est déçue. Elle croit que c'est la police qui n'a pas fait son travail, alors que ce n'est pas le cas. Mais il y a des délits, alors le gardien de la paix qui ne prend plus de plainte, on lui tape sous les doigts. Pourquoi tu n'as pas pris la plainte? Mais il n'y avait peut-être pas de quoi prendre la plainte. Donc c'est le travail, tout ça, c'est un engorgement qui se fait dans les bureaux de police. Nous, à Strasbourg, on a des collègues qui ont 150 dossiers, des dossiers de tapage, des dossiers de petites violences, les violences contraventionnelles, tout ça, c'est plus pris en compte. Tout est dirigé maintenant sur les violences faites aux femmes. Les collègues n'ont plus le temps de traiter les situations. Donc, tout ça, ce sont des mécontents qui se regroupent derrière la porte. Je voudrais ajouter une observation. La semaine dernière, le procureur général de Besançon et la première présidente m'ont invité à participer aux États généraux de la justice. Il y avait des élus du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, je crois. D'ailleurs, l'idée de coproduction de sécurité a été repoussée assez nettement par les élus de la Haute-Saône qui ont dit « mais attendez, ce n'est pas notre boulot ». Et puis, nous ne serions pas suffisamment compétents pour représenter l'opinion auprès de vous, pour y concourir efficacement. Je ferme la parenthèse. Mais ce qui apparaît aussi, si vraiment nous voulons remettre le citoyen au cœur des politiques publiques de la sécurité, ce n'est pas les états généraux de la justice qui vont faire, c'est les états généraux de la procédure. Parce que vous qui êtes des fonctionnaires de police, vous connaissez l'évolution qui a été celle de la procédure au cours des 30 dernières années. Alors, je sais bien qu'on vit dans un pays extrêmement développé, industrialisé, et que les intérêts sont multiples et qu'il faut donc des règles pour protéger à la fois les droits, naturellement, de l'auteur et de la victime. Mais là, je crois franchement qu'on est au summum de la procédure quand on voit la complexité des choses, le temps investi, pour un résultat qui est celui qui vient d'être décrit. Voilà, on veut remettre le citoyen au cœur des politiques publiques de sécurité. Faisons les états généraux de la procédure, avec les avocats, avec les policiers, avec les juges, avec tous ceux qui concourent à cela. Et vous verrez qu'on obtiendra des idées intéressantes.
Pour aller dans le sens oui, de la réflexion, c'est sûr que le terme de santé mentale n'est peut-être pas tout à fait bien choisi, mais les psychologues du travail disent bien qu'effectivement, la santé se coproduit par l'activité bien faite. Et que quand on a le sentiment de bien faire son travail, on est en bonne santé de façon générale. Et qu'effectivement, si on est dans une institution qui est maltraitante avec ses agents, eh bien l'agent est maltraitant avec le public. Et ça, ce n'est pas que dans la police, c'est partout. C'est-à-dire que si soi-même, on n'a pas un bon rapport avec son management, on n'est pas bien avec le client de façon générale, l'usager. Donc là, c'est sûr que ces deux, alors du coup, ça donne une complexité encore plus grande au problème, mais c'est qu'on ne peut pas dissocier finalement ces questions de management et d'organisation des questions de service au public. Et là, bien sûr, on pourrait parler de la question de la procédure, on pourrait parler de la question de faire du chiffre à tout prix, qui sont complètement absurdes à beaucoup d'agents, et puis ils ressentent ça comme une forme de souffrance. Donc oui, les deux sont les deux phases nécessaires à prendre en compte pour résoudre le problème. Alors, moi, je tiens à vous féliciter, Sagar et Marie, par rapport au travail que vous avez fait. Simplement, ce qui serait intéressant, là, vous avez l'avis de la population. Ce qui aurait été intéressant également, c'est d'avoir le ressenti du policier de terrain. Parce que, à ma connaissance, ça fait 37 ans que je suis dans la police, jamais on est venu solliciter les policiers de terrain pour dire, à part sur certains comités de pilotage dans les départements, mais il n'y a jamais eu d'enquête pour essayer de déterminer ce qui va pas, et d'avoir un ressenti réel. Tout ce qu'on a au niveau des remontées, et très souvent, ce sont les syndicats qui vont en parler. Mais ce serait bien de faire exactement la même étude et d'aller interroger les policiers qui puissent expliquer les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et ça aurait été intéressant de l'avoir. Vous l'avez mentionné à la fin, vous n'avez pas eu de contact avec les services de police, si je me trompe, c'est ça? Donc là, je pense que c'est ce qui aurait dû être fait peut-être en avant, d'avoir les deux côtés, le pile et le face. Parce que comprendre la difficulté qu'il peut y avoir au niveau des interventions, dans certains secteurs, dans certains quartiers, dans certaines villes, parce que toutes les villes sont différentes. Moi, je suis policier depuis 37 ans, j'ai travaillé un petit peu partout en France, j'ai travaillé en plein de services différents, et je félicite aussi le travail des CPP, j'ai bossé avec eux. Ça aurait été vraiment primordial d'avoir l'avis du policier. Alors, je disais, dans certains départements, il y a ce qui a été mis en place des copies, c'est-à-dire que les DDSP ou les chefs de service réunissent dans une salle tous les acteurs de terrain et ils ont la parole libre. Et là, on s'aperçoit des difficultés qui peuvent remonter et qui souvent sont enterrées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, les policiers n'ont pas le temps. C'est vrai, le DDSP disait, il y a des missions qui sont prioritaires. Et ce serait bien que de temps en temps, ces policiers se réunissent comme nous, dans une grande salle, et on dit ce qui va et ce qui ne va pas. Et peut-être qu'on améliorera justement le fonctionnement de la police et qu'on ouvrira les yeux sur certaines difficultés. Merci. Alors, l'observation est si juste que très concrètement, dans le cadre de l'enquête qui s'appellera EQP 2021 et qui commence demain, 1er décembre, la partie qualitative s'attachera à prendre la parole des policiers et des gendarmes. Alors, sur un aspect particulier lié à notre enquête, pas forcément sur l'aspect plus large qui vient d'être évoqué, mais c'est vraiment une réelle préoccupation. Parce que, d'une façon générale, très concrètement, ça a été dit au travers tout à l'heure le découragement qui peut être exprimé par certains policiers de terrain. L'un des mécanismes les plus forts des comportements individuels et des comportements collectifs, et d'abord des comportements individuels, c'est les frustrations et les déceptions. Et autant l'usager du service public, police ou gendarmerie, peut être frustré d'eux, mais le policier, acteur de la sécurité, est particulièrement frustré de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, de ne pas avoir le temps, etc. Et ça a un poids absolument considérable. Ce qui m'amène à faire un petit peu une conclusion de la matinée de la façon suivante, en évoquant, pour respecter le timing le plus précisément possible, puisqu'on doit se laisser à la demi, c'est prendre en compte une chose suivante, et pour
insister sur cet élément qui pourrait là aussi faire l'objet d'une prise en compte dans le cadre de travaux plus généraux sur l'institution. Je vais m'appuyer sur un romancier, et un romancier américain, un grand auteur de romans policiers américain, qui s'appelle Michael Connolly, que vous connaissez peut-être. C'est vraiment quelqu'un d'absolument considérable dans le monde du roman policier. Et il dit dans un de ses livres qui s'appelle Le Dernier Coyote, tout le monde compte ou personne ne compte. Et je pense que dans le domaine de l'interaction que les policiers ou la population a avec les policiers, tout le monde compte ou personne ne compte. Et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de moi, qui est un citoyen ordinaire, voire très ordinaire, il ne compte pas, mais moi non plus, je ne compte pas en tant que policier. Non. Mais si je compte en tant que policier, celui qui est en face, il compte également. Et dans le roman Le Dernier Coyote de Michael Connolly, le héros qui s'appelle Hieronymus Bosch, excusez-moi, c'est une fausse digression, parce que je pense que c'est absolument considérable sur le plan du fonctionnement psychologique de chacun. Il fait référence à sa mère qui était une prostituée qui est morte assassinée. Et naturellement, c'était une prostituée, c'était une femme de rien. Et sa réflexion, y compris lui étant devenu policier, a été de dire, mais si tout le monde compte ou personne ne compte. Donc, si même ma mère prostituée ne compte pas, à ce moment-là, les autres ne comptent pas, mais moi, je ne compte pas non plus en tant que policier. Et je voudrais qu'on ait vraiment, sur un sujet comme celui qui est de mettre le citoyen au cœur des politiques publiques de sécurité, bien avoir cette dimension-là. C'est-à-dire que notre interaction, nos interactions avec des groupes, avec des personnes, dans un sens ou dans un autre, nécessitent que chacun ait la même valeur. C'est-à-dire, encore une fois, pardonnez-moi d'insister vraiment très lourdement, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental sur lequel on peut réfléchir longuement et on peut faire peser peut-être les comportements individuels et collectifs, les nôtres, comme ceux du public. Parce qu'avec cette même maxime, tout le monde compte ou personne ne compte, si je fais réfléchir un jeune qui a plutôt une attitude un peu hostile, ça va peut-être le faire un petit peu gamberger également. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de réflexion des gens qui sont en face de nous. Et donc, je trouve que sur cette phrase « tout le monde compte ou personne ne compte », je peux vous inviter à aller déjeuner. Voilà.